Alors bonjour à tous et à toutes. C'est toujours OK pour vous? Vous nous entendez toujours bien? Oui, Oui? OK, super, merci beaucoup. Juste pour information, ce webinaire est enregistré. Donc pour les personnes qui ne souhaitent pas être visibles lors du replay, n'hésitez pas à fermer votre caméra. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire qui est co-organisé par le département du Nord et le CREAI Hauts-de-France. Comme vous le savez, cette semaine, ce webinaire portera sur l'accueil familial des personnes âgées et ou handicapées. Et nous aurons la semaine prochaine un webinaire sur l'habitat inclusif. Donc, merci tout d'abord à vous de vous être inscrits et d'être présents aujourd'hui. Pour des facilités un peu d'organisation, je vous demanderai effectivement de couper vos micros. Et dès lors que vous avez une question durant l'intervention de Madame Von Hout, n'hésitez pas à écrire votre question dans le chat et on vous donnera ensuite la parole pour que vous puissiez poser votre question directement. Je me présente rapidement et après je passe la parole. Donc moi je suis Stéphie Lhomme, donc conseillère technique au CREAI Hauts-de-France. Notamment sur les thématiques de la protection juridique des majeurs et puis sur des thématiques annexes comme par exemple l'éthique. Pour ceux qui ne connaissent pas le CREAI Hauts-de-France, simplement pour vous remettre dans le contexte, donc c'est un centre régional d'études, d'action et d'information liées aux vulnérabilités. Donc on intervient donc sur la protection juridique des majeurs, mais on intervient aussi sur des thématiques un peu plus larges, notamment la protection de l'enfance, le handicap et les personnes âgées. Et donc, face à toutes ces vulnérabilités, on a des thématiques qui sont un peu plus particulières, comme la participation des personnes avec le programme EPOP, ou encore la vie intime, affective et sexuelle avec le centre ressources Intime Agir. Rapidement, donc le CREAI fait de l'animation de réseau, comme aujourd'hui. On est aussi porteur de formation à destination des professionnels, alors mandataires judiciaires ou autres, professionnels du médico-social. Et puis, on est aussi au cœur et on accompagne les personnes en situation de vulnérabilité. En tout cas, on essaye de plus en plus de les accompagner. Voilà pour la présentation du CREAI. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Madame Banout je laisse se présenter. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, Marie-Hélène Vanout, chargée de mission au service accueil alternatif du département. J'interviens donc sur le volet accueil familial avec ma collègue Stéphanie Godeby et ma collègue Fabienne Boutemont. Notre responsable de service est Madame Driss et j'ai d'autres collègues qui interviennent aussi plus particulièrement pour l'habitat inclusif que vous allez rencontrer la semaine prochaine, me semble-t-il. Voilà, alors une petite présentation de l'accueil familial. N'hésitez pas à poser vos questions. S'il m'arrivait l'aventure à parler avec des sigles, ce qui arrive quand même extrêmement souvent dans notre métier, qui ne soit pas compréhensible pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, pour pas que ce soit monotone, si vous avez des questions au fil de l'eau, surtout posez-les. Avec plaisir que j'y répondrai. Donc l'accueil familial, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative pour entrer en institution quand le maintien à domicile, c'est plus possible et que rester seul à domicile n'est plus souhaité par la personne. C'est une solution d'hébergement qui est adaptée pour les personnes âgées comme pour les personnes en situation de handicap et il n'y a pas de nécessité d'avoir une notification MDPH pour entrer en accueil familial. Une vie en famille d'accueil familial, c'est une vie dans un cadre familial avec un logement qui est adapté à ses besoins. J'ai un petit bémol sur l'orientation MDPH. Il faut quand même savoir que pour les personnes qui auraient une orientation masse, l'accueil en famille d'accueil n'est pas possible, réglementairement parlant, c'est trop lourd. Alors, qu'est-ce que l'accueil familial? C'est donc un accueil qui est réglementé, sous la responsabilité du président du conseil départemental. L'accueillement familial, alors, c'est régi par le Code de l'action sociale et des familles. Et dans l'article L 441-1, on dit que l'accueil familial, il garantit l'accueillant les conditions d'accueil, la continuité de celui-ci,
la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. Et depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, il s'engage à suivre une formation initiale et continue. Je reviendrai un petit peu après sur ce qu'on organise comme formation, puisque c'est le département qui est dans l'obligation de les organiser. Les conditions matérielles et financières de l'accueil, elles sont définies dans un contrat de droit privé qui est conclu entre l'accueillant, l'accueilli ou son représentant légal. Et il y a un modèle national qui s'appelle un contrat type. On attend le décret d'application pour avoir un dossier contrat type à donner à tous les accueillants, tous les accueillis. Pour l'instant, ce n'est pas sorti. Alors, j'ai une petite vidéo pour vous inviter à écouter une collègue accueillante qui parle de son métier. Une petite mise en situation sympathique. C'est à Douchy-les-Mines, près de Valenciennes, que Marceline vit depuis 2 ans et demi. En situation de handicap, cette septuagénaire est accueillie chez Violette, qui a décidé d'ouvrir sa maison dans le cadre de l'accueil familial. Encore méconnue, cette alternative aux établissements collectifs permet de maintenir l'autonomie des personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus ou ne veulent plus vivre seules. Le quotidien, c'est s'en occuper, les stimuler, les sortir, les lessives, tout en fait. Violette est l'un des 530 accueillants familiaux que compte aujourd'hui le département du Nord. Tous sont agréés et doivent pour cela respecter plusieurs critères. Particularité ici, ce sont les animaux, un chat et les chiots de l'élevage familial qui favorisent un climat apaisé. Le biberon et grand-mère, avec la laisse, ça les détend. J'ai ma petite chihuahua, elle est toujours sur Marceline. J'ai ma Maine Coon, c'est pareil. Elles vont chercher des câlins. Pour ça, ouais, ça les détend. Chez Violette, Marceline accompagne la famille partout, de la compétition de judo du petit dernier jusqu'aux vacances de Noël. Autant de souvenirs qui créent des liens très forts. C'est plein d'amour. Parce que autant elle vous en donne, hein, c'est plein d'amour. Ça change complètement. Moi, Marceline, elle me dit, quand elle est vraiment bien posée, elle me dit, mais tu remplaces maman. Et rien que ça, c'est que du bonheur. Accueillir apporte beaucoup, mais c'est aussi souvent un choix qui engage toute la famille. Si ce métier vous intéresse, il est donc possible de s'y familiariser progressivement en remplaçant, avec l'accord du département, des accueillants qui souhaitent prendre des vacances. Voilà. Vous n'avez pas de questions pour l'instant? Allez. Continue. Alors, pour en revenir à la réglementation, donc l'activité, elle est réglementée parce qu'il faut avoir un agrément qui est délivré pour 5 ans renouvelable et les pôles autonomie sont eux qui étudient les demandes d'agrément. Ils font aussi le suivi de la personne accueillie et ils contrôlent l'agrément. Depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, le département promeut encore plus, j'allais dire, surtout le département du Nord, et professionnalise les accueillants. Les accueillants sont donc maintenant dans l'obligation de suivre un parcours de formation. Avant d'accueillir, lorsqu'ils sont agréés, ils doivent faire une formation au geste au premier secours et une formation de 12 heures, donc 2 jours, qui porte sur le positionnement professionnel, le cadre juridique et institutionnel. Une fois ces 2 formations passées, dans les 24 mois qui suivent leur agrément, ils suivent une formation initiale de 42 heures, donc 7 jours complémentaires, qui porte sur l'accompagnement de la personne âgée ou en situation de handicap. Par période d'agrément, la réglementation dit qu'il faut une formation continue de 12 heures. Nous, département du Nord, on met en place une formation continue de 24 heures. Voilà. Et les accueillants ont également depuis peu la possibilité de participer à des groupes d'analyse de pratique. C'est tout récent. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure, on disait 530 accueillants. Cette vidéo, elle date d'il y a quelques années. Maintenant, le chiffre est en baisse chez nous, comme dans tous les départements de France. Il y a 453 accueillants familiaux dans notre département et la plupart des accueillants familiaux résident dans le sud du département.
On a beaucoup dans le Cambrésis, dans l'Avesnois, dans le Valenciennois. Bon, comme tous les métiers du social, la plupart des accueillants sont des accueillantes. Et les personnes accueillies en 2023, il y a eu 600 personnes qui ont été accueillies en famille d'accueil. Parmi les personnes accueillies, il y en a 30% à peu près qui sont des personnes âgées et 71% des personnes en situation de handicap. Dans ces personnes en situation de handicap, il y en a aussi 45% qui sont en situation de handicap vieillissante. Et puis, dans le département du Nord, il n'y a pas beaucoup d'argent. Du coup, il y a 85% des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale pour les aider à payer l'hébergement en famille d'accueil. Alors là, je vous ai mis la cartographie du département avec les lieux et le nombre d'accueillants familiaux par territoire. Donc, vous voyez que c'est dans le Cambrésis où il y en a le plus. Et après, le nombre de personnes accueillies et le nombre d'accueillis ou personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Alors, concrètement, si vous avez envie, pour un de vos proches ou vous-même, d'aller en famille d'accueil, eh bien, vous pouvez tout à fait solliciter les collègues des pôles autonomie. Il y a 8 pôles autonomie sur le territoire. On ne fournit pas de listing sur le site du département des familles d'accueil par rapport au RGPD. Alors, comme les pôles autonomie évaluent les candidatures des agréments, ils connaissent bien les personnes accueillies, ils savent bien quel profil ils recherchent. Donc, du coup, ils peuvent vraiment bien vous aiguiller et aiguiller les personnes qui recherchent des familles d'accueil. Alors, quel est le rôle du département en accueil familial? Alors, les pôles autonomie, ce que je disais tout à l'heure, ils évaluent les demandes d'agrément. Il y a un référentiel qui doit suivre, voilà, qu'on trouve dans le Code de l'action sociale et des familles. Et il gère l'agrément pendant tout le temps de sa vie. Voilà, donc les déménagements, les contrôles, les demandes d'extension, les demandes de diminution d'agrément, tout ça c'est fait par les pôles autonomie. Ils assurent le suivi médico-social et social de la personne accueillie. Donc, on rappelle que l'accueillant, il doit s'assurer de la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de la personne accueillie. Bien sûr, il programme des visites à domicile pour s'assurer des conditions d'accueil, dans le cadre du contrôle de l'agrément et aussi dans le cadre de la conformité du logement, en cas de déménagement par exemple, ou en cas de changement de chambre, puisqu'une personne accueillie, elle sait quand elle signe le contrat où se situe sa chambre, et si elle veut, au fil du temps, en prendre une autre qui s'est libérée, eh bien, on vient contrôler un petit peu que la chambre est au bon endroit, avec le bon nombre de mètres carrés. Il organise le parcours de formation. Alors ça, c'est nous, service accueil alternatif, on organise le parcours de formation et les formations adaptées au référentiel d'agrément. On ne peut pas faire n'importe quoi. On oriente les personnes intéressées vers les familles d'accueil disponibles. Ça, c'est surtout pour les pôles autonomie. Les pôles autonomie réceptionnent et vérifient les contrats d'accueil. On s'assure de leur conformité. Alors, et nous aussi, on met en place la tenue de la commission consultative de retrait d'agrément, parce qu'il y a des situations qui parfois peuvent être dysfonctionnantes. Donc, quand c'est le cas, eh bien, les responsables de pôle autonomie reçoivent la famille d'accueil, mettent en place une injonction. Si au bout de 3 mois, les éléments factuels de dysfonctionnement sont toujours les mêmes, le responsable du pôle peut solliciter une commission consultative de retrait pour demander le retrait de l'agrément. Et ils peuvent aussi, quand la situation demande, retirer l'agrément, bien sûr, en urgence, sans injonction et sans consultation de la CCR. On rappelle que quand il y a des litiges entre l'accueillant et le département, eh bien, on saisit le tribunal administratif. On rappelle aussi que le département n'intervient jamais en amont de la signature d'un contrat. Les tarifs d'accueil, ils doivent tenir compte du niveau de la dépendance de la personne accueillie, de ses ressources et de ses aides financières. Quand on est en accueil familial, on peut ouvrir des droits à l'APA, à la PCH, à l'APL. Et alors, l'AAF, c'est l'allocation d'accueil familial. C'est pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Et aussi, le contrat, il tient compte et les tarifs tiennent compte du logement et du respect des limites réglementaires en vigueur. Alors nous, le RDAS de notre département, on a des seuils à ne pas dépasser sur les éléments des rémunérations, mais on les verra après. Alors comme je ne savais pas si vous connaissiez ou pas l'accueil familial, j'ai fait quelque chose un peu
voilà, où on voit les éléments de rémunération. Je ne sais pas si ça va vous intéresser ou si ça vous intéresse. Un petit café. Je suis bien désolée. Alors, on rappelle que si jamais il y avait des difficultés entre l'accueillant et son accueilli ou son responsable légal, dans ce cas-là, les litiges, on saisit le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial. Ça va, pas de questions? Alors, concernant le coût de la prise en charge, il est possible de réaliser une estimation du coût de l'accueil sur le site de l'URSSAF et franchement, c'est super bien fait, n'hésitez pas à y aller. La rémunération de l'accueillant, elle se déclare obligatoirement sur le site de l'URSSAF Accueil familial. Voilà, c'est une obligation. Si vous avez des personnes qui sont intéressées, qui souhaitent demander l'agrément, vous pouvez trouver cette demande d'agrément sur le site du Nord. J'ai laissé le petit lien. Et il y a une autre vidéo qui est sympa aussi sur l'accueil familial avec une personne en situation de handicap et une dame qui vient juste d'être accueillante. Voilà, qui explique un petit peu comment ça se passe. Alors, on en vient aux conditions financières de l'accueil parce que l'accueil familial, en fait, c'est 4 éléments de rémunération. Le premier élément, c'est l'indemnité journalière pour service rendu. C'est un élément qui est imposable pour l'accueillant, alors qui est minimum, quoi qu'il arrive, de 2,5 fois le SMIC horaire par jour. Sauf que ça, c'est le minimum, mais quand on est à l'aide sociale, on a un maximum, un seuil à ne pas dépasser qui est 3 fois le SMIC. Là-dessus s'ajoutent 10% de ces congés payés qui, bien sûr, sont eux aussi imposables pour l'accueillante familiale. Ensuite, on a un deuxième élément de rémunération qui est l'indemnité journalière pour suggestion particulière. Ça dépend du degré de dépendance de la personne qu'on accueille. C'est des seuils, c'est minimum 0,37, maximum 1,46 SMIC horaire. Quand les bénéficiaires de l'aide sociale sont en famille d'accueil, ils reçoivent une grille de suggestion particulière à faire remplir par leur médecin traitant pour savoir quel seuil ils peuvent demander au niveau de la suggestion particulière. Ensuite, il y a les frais d'entretien. Donc ça, c'est minimum 2 fois les MG, donc c'est minimum garanti par jour, ou maximum 5 MG quand on est à l'aide sociale. Et ça correspond à tout ce qu'on va dépenser quand on accueille quelqu'un chez soi en plus. Donc les frais de chauffage, l'eau, la nourriture, tout ce qui est hygiène, mais pas individuel, les choses qu'on fait tous ensemble. Le contrat d'accueil, il permet de préciser la nature de ces frais pris en compte, notamment les frais de transport et les conduites à assurer, les indemnités kilométriques. J'y reviendrai après parce que c'est une question qui est souvent posée, où est-ce qu'on les met dans le contrat? Et le dernier élément de rémunération, c'est l'IMAD, donc l'indemnité représentative de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie. Ça, c'est réglementaire, c'est un indice de référence de loyer qu'on multiplie par la superficie de la chambre par mois. Donc, on rappelle que toutes ces conditions matérielles et financières, elles apparaissent dans un contrat d'accueil qui est conclu entre l'accueillant et l'accueilli. Conformément à un modèle national, ce contrat est garantit à l'accueillant des droits en matière de rémunération, de congés payés et de sécurité sociale, mais n'ouvre pas du tout droit à des indemnités chômage. Ce qui veut donc dire que si un accueillant accueille une personne qui s'en va, lorsque la personne part, il n'a plus le droit à aucune rémunération. Voilà. Ce qui explique aussi le nombre de baisses des nombres d'accueillants familiales, parce que c'est difficile de se projeter dans un métier où on sait que quand on n'a plus personne à accueillir, on n'a plus de rémunération, et où aussi on aime bien prendre le temps d'accueillir quelqu'un qui partage les mêmes envies que nous, parce que partager la vie du quotidien, la vie de famille, c'est aussi partager des loisirs et partager des jeux de société, enfin plein de choses ensemble. C'est important de pouvoir se choisir et de savoir que ça va bien fonctionner, ou en tout cas essayer de s'en assurer un maximum possible. Alors, concernant le contrat d'accueil, donc j'y reviens, la rémunération, elle est donc, comme vous avez vu, négociable, puisqu'il y a des seuils à ne pas dépasser quand on est à l'aide sociale, mais pas quand on n'est pas à l'aide sociale, et il y a des minimums. Alors, et c'est cadré, il faut que la personne, c'est ce que je disais, donc il y a des seuils à ne pas dépasser quand la personne elle est à l'aide sociale. Le contrat, il est toujours assorti d'un projet d'accueil personnalisé qui est garant du quotidien. C'est pareil, on l'attend toujours. Il y a le décret d'application n'est pas encore sorti. On en a fait un, nous, des contrats d'accueil avec les collègues des pôles autonomie. Voilà.
Si vous souhaitez, vous pouvez l'utiliser. Les accueillants en ont. En général, on les donne aussi quand on nous les demande, mais si vous avez un autre formalisme à proposer, il n'y a pas de problème. Et alors, c'est obligatoire, hein. Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant ou s'il y a lieu son représentant passe avec le dit accueillant un contrat écrit. Ce contrat, il prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. C'est super important de savoir qui fait quoi et de le formaliser. Parce que si ça reste informel, eh bien, il y a toujours un moment, enfin, pas toujours, mais il arrive à un moment qu'il y ait des petits couacs. Et si il n'est pas noté nulle part, ben, c'est un peu compliqué de pouvoir épauler ou l'accueillant ou la personne accueillie qui lui dit que et l'autre dit que si on n'a pas été là au début du contrat et si ça n'a pas été noté. Voilà. Pour information, donc il est possible de solliciter la contribution des professionnels d'épaule pour mettre en place le PAP avec les accueillants et les accueillis. Il est élaboré toujours au début de l'accueil, ajusté au vu de l'évolution des besoins des personnes accueillies et des réponses à apporter par les accueillants. Il est toujours fait en 3 exemplaires et il y a un exemplaire qui est transmis au pôle autonomie. Comme ça, s'il y avait un moment ou un autre des dysfonctionnements, ou en tout cas il est dit qu'il y a des dysfonctionnements, on peut regarder dans le PAP ce que toutes les parties avaient convenu de faire pour voir si oui ou non on peut s'appuyer là-dessus pour épauler l'équipe pro. Alors, je reviens sur mon histoire d'indemnité kilométrique. Alors, si vous êtes amené à faire des contrats, peut-être vous vous posez la question de où est-ce que je les mets quand je n'ai pas de frais de transport de proximité ayant des caractères occasionnels, mais quand je suis amené à payer des frais de transport qui sont un peu éloignés, on les met dans l'article 6 au niveau 3, indemnité représentative de frais d'entretien, à éventuellement autre, là vous indiquez comment vous allez rémunérer les indemnités kilométriques. Souvent, c'est le forfait des impôts. Alors là, je vous ai mis des éléments de rémunération en cas d'absence, mais c'est peut-être un peu, comment dire, voilà, c'est vraiment si vous êtes dans le concret, comment on fait pour payer l'accueillant. Si, par exemple, l'accueillant... Salut Cathy, ça va? Non, pas une bêtise, mais un exemple. Ouais, L'accueillant en voiture. hospitalisé, donc du coup, la personne accueillie reste chez l'accueillant et il y a le remplaçant qui vient à domicile. Eh bien, les 2 premiers éléments de rémunération sont payés au remplaçant via le CESU accueil familial et les autres éléments de rémunération sont payés à l'accueillant classique. Voilà, vous avez des petits tableaux qui expliquent ça. Hop. Et puis, de l'autre côté, on redit aussi que les règles applicables en cas d'absence sont différentes suivant le statut de la personne accueillie, puisque nous, notre RDAS dit que tous les éléments de rémunération, quand la personne accueillie est absente, soit pour convenance personnelle, soit pour hospitalisation, tous les éléments sont payés et versés intégralement pendant 35 jours à l'accueillant familial, et ça ne l'est plus après. Question. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous ne voulez pas intervenir à l'oral, n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat. On les retransmettra sans aucun problème à l'intervenante. Donc voilà, n'hésitez pas, même en lien avec des cas concrets que vous pouvez rencontrer vous dans vos métiers de mandataire judiciaire. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Alors, quand on parle de l'accueil familial, c'est un super, voilà, c'est vraiment un très beau projet pour les personnes vulnérables. On se rend compte qu'on en a quand même de moins en moins, d'un point de vue national comme d'un point de vue départemental. Il faut savoir quand même que le département du Nord est le 2e département en nombre d'accueillants familiales, le 1er département étant l'île de la Réunion. Voilà. Donc, on sait aussi que ce dispositif, il est méconnu. Donc, on aimerait le faire plus connaître et pouvoir le promouvoir mieux. De ce fait, le département du Nord, il soutient depuis toujours le dispositif pour qu'il se développe par le biais, là, si vous voulez, les accueillants familiaux, depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, ils peuvent ne plus accueillir tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi faire de l'accueil de jour ou de l'accueil séquentiel. Nos accueillants le savent, c'est marginal, mais ça existe, et ça existe notamment dans le cadre du répit des dents. Donc, si vous avez une famille d'accueil à côté de la maison qui a une place de disponible, il ne faut pas hésiter à la solliciter. Peut-être qu'elle sera amenée à vous aider et à vous épauler dans l'accueil de personnes
aider. Et le département, en plus, il met en place une aide de 35 € par jour pour de l'accueil de jour et 47 € pour de l'accueil séquentiel dans le cadre du répit de l'aidant des personnes âgées. Voilà, pour soutenir ce dispositif. Il professionnalise les accueillants avec la mise en place de formations qui est plus dense que la formation réglementaire. Du coup, pour la formation continue, on fait 24 heures de formation plutôt que 12 heures. On a mis en place des groupes d'analyse de pratique parce que c'est un métier qui est source d'isolement. Ça, souvent, les accueillants nous le disent. Parce que les personnes accueillies, elles sont parfois plus en capacité de se déplacer. Comme c'est les accueillants qui doivent se remplacer et pourvoir à leur remplacement, ben, on ne peut rien faire spontanément. On ne peut pas laisser la personne accueillie seule à la maison. De ce fait, c'est d'autant plus source d'isolement. Du coup, ces groupes d'analyse de pratique ont toute raison de se mettre en place. Voilà. Alors, les pôles autonomie font souvent des rencontres entre accueillants et parfois des rencontres accueillants-accueillis. Ils font des sorties aussi, sorties à la pêche, pétanque. Voilà, il y a plein de choses qui sont organisées par les pôles. On a mis en place aussi une aide à l'adaptation du logement des accueillants. Parce que moi, je me suis rendu compte en formation qu'on avait certains accueillants, par exemple, qui avaient de leur propre denier payé un monte-escalier. C'est que ça coûte très cher pour pouvoir continuer à garder la personne qu'ils accueillaient parce que ils avaient une chambre à l'étage et que la personne en situation de handicap, elle était vieillissante et que c'était difficile pour elle de monter à l'étage. Alors pour pas qu'ils partent, comme il y avait beaucoup d'affection les uns avec les autres, eh bien, elle avait elle-même payé ce monte-escalier. Du coup, il y a des aides à l'adaptation du logement qui sont mises en place par le département d'un point de vue volontariste. Alors souvent, c'est les monte-escaliers, c'est des baignoires qu'on transforme en douche, ou alors c'est mettre en place un toilette à l'étage. Voilà, donc c'est possible. En 2019, on a mis en place des frais de formation, 35 € par jour, pour aider les accueillants à venir. Voilà, donc pour conclure, ce que je peux dire, c'est que c'est un super projet, l'accueil familial des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, une offre qui est très intéressante dans le parcours des personnes vulnérables. Au vu de l'évolution démographique et des besoins d'hébergement adaptés qui seront de plus en plus importants, il faut vraiment que ce dispositif puisse évoluer et qu'on puisse vraiment promouvoir le dispositif, mais sans changement de réglementation, ça va être compliqué. Donc, ce serait bien qu'il y ait du chômage et qu'il y ait les décrets qu'on attend depuis longtemps qui sortent. Mais ça, c'est pas entre les mains du département, bien qu'il ne cesse de faire valoir le dispositif. On vous a laissé aussi tous nos mails. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Donc, moi, je suis Marie-Hélène Vanout, chargée de mission. Voilà. J'étais très bavarde, ce que je concerne. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'accueil familial? Oui. La présentation sera envoyée à l'ensemble des personnes présentes. Et il y aura aussi un replay, ça aussi, hein, on vous fera la communication, mais il y aura aussi un replay effectivement de ce temps de webinaire qui sera disponible certainement sur YouTube. En tout cas, le CREAI en fera la communication et vous fera parvenir les liens nécessaires. Mais oui, le PowerPoint vous sera envoyé. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'accueil familial? Oui, bonjour. Bonjour. Quand les personnes bénéficient de l'aide sociale, est-ce qu'il y a de l'obligation alimentaire qui rentre en jeu? J'entends pas du tout, excusez-moi. Oui, on n'entend pas très bien. Vous m'entendez? Allô? Oui, Oui. On t'entend super fort. On vous entend loin, mais allez, essayez de parler un tout petit peu plus fort si c'est possible. Ouais. En cas d'aide sociale, est-ce que l'obligation alimentaire rentre en ligne de compte?
Alors, pas pour les personnes en situation de handicap, mais pour les personnes âgées. Oui, c'est en train de... voilà. Pour l'instant, ça ne l'est pas, puisqu'on n'a pas les conditions. Enfin, pour l'instant, ça ne l'est pas, mais ça devrait l'être à un moment ou à un autre, oui. Mais jamais pour les personnes en situation de handicap, hein, seulement pour les personnes âgées. Ouais. D'accord, merci. Je vous en prie. Du coup, il y a une autre question dans le chat. Comment calculer la rémunération lors de la fin du contrat si la personne est hospitalisée? Alors, donc ça veut dire, si je comprends bien, que la personne souhaite mettre fin à l'accueil familial pendant une hospitalisation? Non, en fait, moi, si j'ai bien compris, c'est si la personne est hospitalisée, est-ce que l'accueillant familial est quand même rémunéré? Si la personne hospitalisée est à l'aide sociale du Nord, oui. Pendant 35 jours, il y a rémunération de l'accueillant familial complètement. Est-ce qu'on a répondu à votre question pour la personne qui avait posé la question? J'espère. Alors c'est un peu compliqué parce que en fait un accueillant familial peut tout à fait accueillir une personne dans le nord de la France, mais l'aide sociale, la personne a son domicile de secours, c'est un peu compliqué tout ça, mais si elle habitait précédemment dans un autre département, qu'elle avait un chez-soi dans un autre département, même si elle est dans le département du Nord, c'est l'aide sociale du département d'origine qui doit rentrer en vigueur. Du coup, je ne peux pas connaître tous les règlements d'aide sociale des autres départements. Donc là, je ne réponds que pour nos cas généraux, mais il y a des cas marginaux où l'aide sociale n'est pas forcément celle du nord de la France. Voilà. Madame Picavé, si vous souhaitez poser votre question. Alors, vous avez votre micro coupé, Madame Picavé. On ne vous entend pas. Il y a une autre question. Quels sont les délais moyens pour obtenir une place en accueil familial? Eh ben là, je serais bien incapable de vous le dire. Ça dépend vraiment du profil de la personne qui souhaite être accueillie et sur quel territoire elle souhaite être accueillie. Vous avez vu tout à l'heure que suivant le lieu d'habitation où on est, il y a plus ou moins de places en famille d'accueil. Donc les familles d'accueil, on va dire sur les grosses agglomérations, on n'a pas beaucoup. En direction territoriale de Lille ou de Roubaix-Tourcoing, il y en a peu. Par contre, dans le sud du territoire, il y en a plus. Donc, il y a peut-être plus de places disponibles dans le sud du territoire que dans le nord du territoire. Actuellement, je sais que voilà, sur certains territoires, il y a des places vacantes pour des personnes âgées comme pour des personnes pour des personnes en situation de handicap d'ailleurs, plus que pour des personnes âgées, me semble-t-il. Dans le nord, en tout cas. Dans le sud du département, ça doit être le contraire parce qu'ils accueillent plus de personnes âgées dans le sud du département que dans le nord du département. Je vous invite à appeler le pôle autonomie du secteur géographique qui vous intéresse, ils pourront vous le dire. Existe-t-il une aide pour les structures qui accueillent en journée les personnes en accueil familial, en famille d'accueil? Alors ça, une aide, ça dépend du statut de la famille, de la personne accueillie. La famille d'accueil n'a pas vocation à payer une structure qui accueillerait son accueilli. Donc, ça dépend du projet de la personne qui est accueillie en famille d'accueil. Et dans ce cas-là, c'est la personne accueillie qui paye elle-même. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question d'ailleurs. Est-ce que Madame Haussmann, on a répondu à votre question? Oui. Alors, Madame Picavé, je vais poser une question, mais Madame Picavé, votre micro est fermé, donc on ne vous entend pas. Peut-être si vous avez l'opportunité de faire un message, poser votre question dans le chat. Si vous voulez poser une question.
En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'accueil familial? Il y a une chose que j'ai pas dit dans le PowerPoint et qui peut être intéressante aussi, c'est que on ne peut pas accueillir un membre de sa famille quand on est accueillant familial. C'est-à-dire qu'une personne qui souhaiterait avoir un agrément d'accueillant familial pour accueillir un parent, ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Réglementairement parlant, on ne peut pas avoir de lien de parenté jusqu'au 4e degré. Voilà. Du coup, je pense que vous avez répondu à une question qui était: une famille d'accueil peut-elle accueillir un membre de sa famille? Alors non, pas au titre donc de l'agrément d'accueillant familial. Ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur l'AAF et l'aide sociale? Une personne en situation de handicap est-elle concernée? Oui, oui, bien sûr, on peut être en situation de handicap et avoir besoin de l'allocation d'accueil familial pour compléter la rémunération de son accueillant. C'est si on n'arrive pas avec toutes ces ressources à payer l'hébergement, dans ce cas-là, on fait une demande d'aide sociale pour avoir l'AAF, donc l'allocation accueil familial, c'est quand on a déduit toutes les ressources de la personne à accueillir et qu'on a la rémunération de l'accueillant, le différentiel entre les deux, c'est la fameuse allocation accueil familial. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ça va? Pour moi, c'était clair, mais Madame Picavet, ça vous convient cette réponse? Après, on a: la grille tarifaire change régulièrement et ne nous est pas forcément transmise, ce qui est problématique car les salaires versés sont erronés, nécessitant une régularisation après coup. Comment faire? Alors, normalement, la grille tarifaire change régulièrement, mais avec les tarifs du SMIC. Si vous faites et vous êtes dans l'obligation de faire la rémunération sur le site du CESU, quoi qu'il arrive, vous notez un montant de SMIC horaire et lui le transforme avec les taux en vigueur. C'est vrai que l'année dernière, me semble-t-il, on a changé 3 fois la rémunération du SMIC, donc les salaires ont évolué en conséquence. Peut-être que vous faites aussi allusion à l'indemnité pour la mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie. Elle change, elle, au 1er janvier. Donc, voilà, c'est une fois dans l'année. Les personnes âgées ou handicapées qui souhaitent bénéficier de l'accueil familial peuvent-ils s'inscrire sur une liste d'attente? Moi, je les invite à appeler les pôles autonomie qui leur donnera les coordonnées des personnes disponibles à ce moment-là. Parce qu'une liste d'attente, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on a envie d'aller en famille d'accueil, rencontrer une famille d'accueil, c'est tout à fait faisable. Maintenant, cette personne-là, si vous le souhaitez pour un avenir proche, peut-être qu'elle accueillera une autre personne et voilà, qu'elle ne pourra plus vous accueillir puisque c'est 3 personnes maximum. Il n'y a pas vraiment de liste d'attente ou alors, si, les collègues des pôles autonomie peuvent garder votre nom au cas où il y aurait une place qui se libère, mais je pense qu'actuellement, en fonction de lieu géographique où vous êtes, ils peuvent vous dire si vraiment c'est quelque chose qui est facile ou s'il y a de l'attente ou pas. Quel est le délai de traitement ASH pour famille d'accueil? Alors, quand on fait une demande d'agrément, c'est 4 mois, si c'est ça la question. ASH, je ne comprends pas. Ah, aide sociale à l'hébergement, oui. C'est rapide. Je ne peux pas vous dire, parce que je ne bosse pas à l'aide sociale, mais c'est très rapide. Qui établit les fiches de paie? La personne accueillie ou son représentant légal, tout le temps. Est-ce que la famille d'accueil attend la notification ou peut accueillir avant la réponse?
elle doit toujours attendre la notification et son agrément. Sans agrément, on n'accueille pas. Et on n'accueille jamais au-delà du nombre de personnes qu'on peut accueillir en journée. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a pas possibilité de, à un moment ou un autre, accueillir 3 personnes alors qu'on n'est agréé que pour 2, ça ne se fait pas. Et pareil, c'est 3 personnes maximum au sein de la maison. Si jamais le conjoint de l'accueillant voulait devenir accueillant familial, ça ne ferait pas 3 plus 3. C'est 3 personnes au sein du foyer, qui est un agrément de couple ou un agrément pour une autre personne. Est-ce le département qui gère les places ou les familles d'accueil peuvent-elles rechercher des accueillis de leur côté? Bien sûr que les familles d'accueil peuvent rechercher des accueillis de leur côté. Alors nous, on les invite quand même à prendre attache avec le pôle autonomie parce que voilà, c'est toujours plus intéressant de pouvoir être épaulé dans la mise en relation par les collègues du pôle autonomie. J'ai un message, le loyer n'est pas changé dans le CESU, c'est à nous de le faire. Oui, c'est vrai. Ça peut le faire tous les ans, tous les premiers du mois, en faisant un avenant avec un avenant du contrat avec la famille d'accueil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a en tout cas répondu à toutes les questions qui ont été posées dans la conversation et dans les questions-réponses? Effectivement, on n'avait pas vu le côté questions-réponses, on avait vu le côté conversation, donc Ça s'affichait pas, en fait. ça ne s'affichait pas, mais merci à la personne qui nous l'a dit. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'accueil familial? Quels sont les rôles au quotidien et les limites de la famille accueillante? Alors là, j'ai envie de dire, ça dépend de qui on accueille. Il y a, j'ai pas de les limites, le rôle. On a une personne qui arrive chez soi, qui a elle-même des besoins, des attentes, donc il faut l'aider à l'accompagner au quotidien pour pouvoir. Non, c'est vraiment compliqué comme question parce qu'il n'y a pas d'accueilli qui soit le même et d'accueillant qui soit le même. C'est 2 personnes, enfin une famille qui rencontre une personne qui est vulnérable et qui du coup s'adapte à sa vulnérabilité et aussi construit des projets en commun et l'aide à évoluer dans ses projets personnels. Donc je suis désolée mais j'arrive pas trop répondre à cette question. Il y a des personnes accueillies qui sont en famille d'accueil qui travaillent à l'ESAT, qui du coup vont partir de la famille d'accueil tous les matins en prenant le bus, en revenant tous les soirs, qui le week-end peuvent aussi de temps en temps avoir des sorties voilà, et partir seuls et revenir seuls. Et il y a des personnes accueillies qui sont à la maison avec des personnes âgées qui, elles, ont des difficultés dans l'autonomie et des problèmes de dépendance. Et du coup, on va faire beaucoup plus de choses. L'accompagnement du quotidien sera beaucoup plus conséquent et complètement différent, en tout cas, que la personne que je viens de citer avant. Donc, l'accompagnement est différent en fonction de qui on accueille et de son évolution aussi. Le département revoit-il les contrats tous les ans avec les familles d'accueil? Le département n'a pas à revoir les contrats. Le contrat, il est signé entre l'accueillant et l'accueilli. Et dès qu'il y a un contrat, il est transmis au pôle autonomie qui vérifie qu'il soit bien conforme. Après, si un accueillant accueille la même personne, le contrat il va évoluer, puisqu'on suppose que le degré de dépendance, par exemple, il peut évoluer, mais il peut rester le même ou quasiment le même pendant tout le temps. Le département, il contrôle ceux qui arrivent au fil de l'eau. Il ne va pas dire à un moment ou à un autre aux accueillants il faut revoir le contrat, là ça fait 1 an, il n'est plus bon. Il continue à être le même quand il arrive.
Par contre, les contrats qui ont été émis avant 2010 ne sont plus valables. Les contrats 3-8 du Code de l'action sociale et des familles, il y a eu une transformation réglementaire et ça, il faut à tout prix les changer. Et ça, on l'a dit à tous les accueillants. On espère que ça a été suivi des faits aussi pour les personnes accueillies. L'accueillant familial peut-il avoir une activité professionnelle complémentaire? Alors, c'est compliqué dans la mesure où l'accueillant familial doit veiller à la continuité de l'accueil. Ça veut dire qu'il ne peut pas laisser la personne accueillie seule au domicile et que, de ce fait, s'il a une activité, c'est une bêtise, mais par exemple, j'accueille une personne qui est en situation de handicap, j'ai moi-même une activité professionnelle, comment je fais quand la personne est en situation de handicap, est malade et est allée au domicile? Normalement, ça me semble très très dur. Alors, une petite activité professionnelle, la dame de tout à l'heure, là dans la vidéo, qui avait son élevage de chiens, c'est plus facile. Sinon, pour le reste, c'est compliqué. Voilà, la présence de l'accueillante familiale doit être continue et effective. Elle peut se faire remplacer, hein, bien sûr, elle a le droit d'aller chez le coiffeur, elle a le droit de prendre une journée pour elle de temps en temps, mais il faut qu'elle soit remplacée. Et les remplaçants sont notés dans son contrat et connus de l'accueillant. Est-ce que la famille d'accueil peut percevoir en plus la PSH, prestation de compensation au handicap ou APA pour les actes de la vie quotidienne? L'APA est toujours versée à la personne accueillie et pareil pour la PSH dans mes souvenirs, mais elle peut être nommée pour l'aide humaine. Y a-t-il des critères d'inclusion, d'exclusion des accueillis, plus particulièrement concernant la gravité des troubles cognitifs, des troubles du comportement? C'est ce que je disais tout à l'heure, donc les personnes qui sont en masse, c'est pas possible. Après, voilà, accueillir une personne qui serait en GIR 1, ça me semblerait compliqué. Maintenant, il y a des accueillants qui accueillent des personnes âgées qui étaient plutôt autonomes en arrivant à la maison et dont l'état de santé se dégrade fortement et décident de les accompagner jusqu'au bout. Voilà, c'est une décision c'est l'accueillant qui voit comment elle souhaite faire. Voilà, ce qu'on dit aussi, c'est qu'une personne qui arrive en famille d'accueil avec des déambulations nocturnes, quand on a 3 personnes accueillies, ça risque d'être bien compliqué pour pouvoir bien accompagner toutes ces personnes. Donc on va le déconseiller, on va dire. Il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Si c'est bon pour vous, j'attends un peu quand même, au cas où. Après, n'hésitez pas surtout à prendre contact avec les collègues des pôles autonomie des territoires qui vraiment ont une parfaite connaissance des familles d'accueil de leur territoire et sont amenés à répondre aussi à des demandes toutes particulières sur l'accueil familial. Vous avez également nos mails en fin de PowerPoint et vous pouvez nous contacter sans problème s'il y a une question. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre présence et de vos questions. Je remercie aussi Madame Vallot pour sa présentation complète. Et puis, n'oubliez pas, donc petit rappel, la semaine prochaine, le 17, vous avez le webinaire sur l'habitat inclusif. Et vous pouvez encore vous inscrire ou partager effectivement ce webinaire parce que les inscriptions sont possibles jusqu'au 17 matin. Donc, n'hésitez pas.
Et puis, ben, nous, on vous envoie effectivement dans des délais plus ou moins courts le PowerPoint et puis le replay sera aussi disponible. On vous remercie en tout cas et puis on vous souhaite une bonne après-midi et une belle fin de semaine. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci à vous Merci. aussi. Au revoir.